Sur le plan de l'agriculture, les États-Unis ne peuvent pas être un exemple adéquat pour permettre à un pays comme la République démocratique du Congo de s'avancer sur ces secteurs-là. Parce que la plupart des productions américaines, d'ailleurs en matière de maïs qu'il a cité comme exemple, Louis Fayoulou, c'est fait sur base des OGM et qui aujourd'hui pose d'énormes problèmes. La Zambie, pas fort longtemps, avait boycotté tout le maïs venu des États-Unis d'Amérique. Martin Fayoulou évoque les emprunts nationaux comme source de revenus par rapport à son budget. Les emprunts nationaux, il dit qu'il empruntera au niveau de la diaspora, compte tenu de la force véritable que les États-Unis, compte tenu de la force véritable dont fait preuve la diaspora congolaise. C'est un point positif que nous acceptons. Je pense que la diaspora congolaise peut être une source véritable de revenus pour financer un programme, pour financer autant de projets et pour même emprunter à l'État. Mais n'est pas minimiser les emprunts parce qu'il cite encore l'éloge des États-Unis qui est aujourd'hui endetté à près de 1000 milliards. Je pense qu'on ne peut pas citer l'exemple d'un État qui aujourd'hui est emprunté à près de 1000 milliards, endetté, à près de 1000 milliards parce que la conséquence c'est quoi? C'est toutes ces guerres que nous voyons organisées ou provoquées par les États-Unis d'Amérique pour justement pouvoir pallier cette dette énorme qui, je ne pense même pas, les générations futures seront capables de pouvoir rembourser. Donc nous ne pouvons pas suivre cet exemple parce que la République démocratique du Congo n'aura pas les moyens, ni la volonté, et nous ne souhaitons pas que la République démocratique du Congo puisse déclencher des guerres d'ici et là pour pouvoir pallier ses dettes. Ça, c'est le mécanisme des États-Unis d'Amérique. Tous ces mécanismes mafieux et frauduleux qu'il a mis en place, c'est ça qui fait que malgré ses dettes, il continue à tenir. Donc, l'économie américaine est sous perfusion. Nous acceptons, c'est un bon point pour lui, de pouvoir emprunter chez les nationaux et aux mains de la diaspora. Il parle des emprunts internationaux. Les emprunts internationaux, pour nous, il faut mettre la croix. Parce que comment un dirigeant qui vise à diriger la République démocratique du Congo, je précise que c'est le pays de Patrice Lumumba, a dans sa tête une vocation de pouvoir se faire endetter à l'extérieur. Et il cite Alassane Dramane Ouattara, qui, on le sait, a fait renverser le régime de Gbagbo Laurent, justement pour permettre à la Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien de s'endetter encore plus vis-à-vis de la France, de la Banque mondiale, du FMI et des États-Unis d'Amérique. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a un dirigeant qui refuse le chemin de l'emprunt, Thomas Sankara a refusé des emprunts internationaux. Il a été assassiné. Mouzé Laurent Désiré Kabila a refusé les emprunts internationaux. Il a été assassiné. Gbagbo Laurent a refusé les emprunts internationaux. Son régime, on a vu, n'a pas fait long feu. Donc, un dirigeant aujourd'hui, au 21e siècle africain, ne peut pas avoir comme programme dans sa tête ou comme projection de pouvoir emprunter sur le plan international. Pourquoi nous refusons ces emprunts? Il y a les taux d'intérêt qui font en sorte que de mois, des années, nos enfants, nos arrière-petits-enfants viendront toujours payer ces mécanismes-là. Ceux qui vivent dans des pays européens savent le mécanisme de la dette, comment elle est infinie. Nous savons aussi, par là, les taux butoirs qui sont imposés, donc les délais de remboursement quand il y a un emprunt. Donc ces mécanismes-là, Thomas Sankara l'avait résumé, nous voulons l'aide qui nous aide à nous outrepasser de l'aide, et non l'aide qui aujourd'hui nous laisse dans cet état de dépendance et de subordination ad vitam aeternam. Donc sur ces points-là, le candidat Fayoulou a encore failli terriblement. Donc je conclue par là, il est l'ennemi de Thomas Sankara, il est l'ennemi de Patrice Lumumba, il est l'ennemi de tous ceux de fils et filles dignes de l'Afrique qui veulent notamment la souveraineté véritable et l'indépendance économique véritable de notre cher. Martin Fayoulou parle de la gouvernance intègre, et pour sa gouvernance intègre, il parle de 16 milliards à 12 milliards à peu près qui permettront de financer cette gouvernance interne, en parlant de la justice à tout le mécanisme dont il a évoqué. Mais je voudrais dire, et il parle de lutter aux maux qui frappent le Congo, la corruption et, si j'ose dire, aussi les exactions. Il veut parler des exactions. Mais je voudrais rappeler, les premiers mots dont souffre la République démocratique du Congo, c'est cette aliénation mentale, cette subordination, d'où les politiques africains et congolais pensent que la libération du Congo sera d'emprunter les modèles toutes faites des économies occidentales et d'être aliéné, raison pour laquelle même Martin Fayoulou, lors de son interview ou de cette présentation de son programme, a fait la confusion totale et lamentable entre l'anglais et le modernisme, grâce à la journaliste qui était sur le plateau, qui l'a rappelé que le modernisme ou la modernité ne se trouve pas forcément qu'en anglais. Donc nous voyons encore là une forme d'aliénation. Donc lui-même, il souffre du premier mot dont souffre l'Afrique et les Africains, l'aliénation et la subordination. Donc il doit commencer par ça quand il voudra parler de gouvernement ou gouvernance intègre. Parce que lorsque Thomas Sankara a parlé
de l'homme intègre, c'était justement pour couper les cordons ombilicaux de la subordination et de l'aliénation mentale. C'est là que commence l'intégrité d'un individu et c'est là qu'il va s'étaler sur tout l'ensemble de son gouvernement et de tout l'appareil de l'État congolais. Donc si telle n'est pas la démarche, il part que des exactions de la corruption, on voit que c'est encore une forme d'aliénation, de subordination. Troisième point. Martin Fayulu parle de l'augmentation des taxes. Donc, après ces multiples violences, ces multiples atrocités et la pauvreté extrême, une misère, je dirais, indescriptible dans laquelle est plongée la République démocratique du Congo de manière générale et le peuple congolais, Martin Fayulu veut matraquer le peuple congolais. Il veut matraquer les contribuables congolais. En parlant, je ne parle pas de recouvrement de tout ce qui peut être impôt, mais il parle de l'augmentation de l'assiette fiscale. Alors, il faudrait voir toutes les assiettes fiscales de la République démocratique du Congo pour voir dans quelle assiette Martin Fayulu, dans quelle assiette, je précise, fiscale, Martin Fayulu va toucher. Parce que ça, c'est encore une manière de pouvoir étouffer les Congolais. Après toutes ces violences, après toutes ces crises, après toute cette pauvreté extrême, un candidat rêve dans sa tête de pouvoir augmenter les taxes en République démocratique du Congo. Donc, ça, c'est une folie meurtrière qu'il faut combattre parce que ça démontre encore. C'est un candidat qui ne réfléchit pas, qui puise des réflexions et des solutions toutes faites de l'extrême droite ou de la droite occidentale et américaine. Il parle de création de 2,5 millions d'emplois par an dans le secteur agricole. Donc, la multiplication des fermes. Alors, la question que je lui pose et la question que tout le monde doit lui poser, est-ce que ces emplois sont-ils périodiques, saisonniers ou durables? Sont-ils temporaires ou définitifs? Et c'est là qu'il faut comprendre. Parce que quand on parle d'un projet agricole, il faut toujours intégrer la notion du climat. Parce qu'en République démocratique du Congo, il y a forcément 4 climats. Hein, le climat tropical humide, le climat tropical sec, le climat sec, aride et le climat sec, chaleureux, donc marqué par une forte chaleur. Donc, notamment vu l'étendue de la République démocratique du Congo, nous savons qu'au Chaba, il y a un autre climat, vers Mbanzangung, un autre climat, vers l'Équateur, un autre climat, vers l'Est du Congo, un autre climat. Alors, la création de l'emploi, Martin Fayulu doit dire spécifiquement dans quel rythme sont-ils des emplois saisonniers, sont-ils des emplois périodiques, et il compte créer ces emplois-là dans quel, si vous voulez, dans quel côté de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous voulons une lecture géographique de ses prévisions de créer 2,5 millions d'emplois dans le domaine agricole, parce qu'en République démocratique du Congo, je rappelle que c'est saisonnière l'agriculture. Donc, on doit comprendre si son programme intègre les climats du Congo ou c'est encore un copier-coller venu d'ailleurs. Il parle à tout fait de compte du tourisme, en parlant de 8 parcs nationaux, dont il cite un exemple que le Rwanda aujourd'hui enregistre 458 millions par rapport au secteur touristique. La politique, mais je voudrais rappeler ceci, c'est qu'il a omis, lui Fayulu, la politique du Rwanda fait aujourd'hui fuir la plupart des gorilles des montagnes vers ces secteurs à lui. Ils sont en train de rentrer dans les forêts de la République démocratique du Congo parce que la guerre qui est menée contre la République démocratique du Congo, ce n'est pas simplement pour le coltan, c'est aussi à ce niveau. Donc tous les gorilles des montagnes qui viennent vers les frontières de la République démocratique du Congo, vers les montagnes de l'Est de la République démocratique du Congo, sont pourchassés par l'armée rwandaise pour se retrouver du côté rwandais. Ils créent des conflits du côté de la République démocratique du Congo pour aller du côté rwandais et faire la pluie et les beaux temps du tourisme rwandais. Donc s'il faut changer cela, il faut commencer d'abord par une politique militaire et une politique véritable en matière de sécurité. Alors pour ça, nous préconisons la mise en place d'un cartel ministériel commun. Cartel ministériel commun qui implique le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo pour un ministère du tourisme efficace et fort permettant de pouvoir assainir les climats touristiques et de partager de manière équitable les ressources et les richesses qui seront engagées dans ces domaines. Fayulu nous dit de formaliser le secteur informel. C'est quoi les secteurs informels? Toutes nos mamans qui vendent dans les rues de Kinshasa, tous les vendeurs ambulants doivent être formalisés. Je précise d'abord, cette idée, c'est une vieille idée tshisekédiste qu'Étienne Tshisekedi n'avait pas dit, mais avait appliquée lorsqu'il a été élu Premier ministre à la Conférence nationale souveraine. Mais cette idée est aujourd'hui reprise par le FMI et la Banque mondiale à travers Christine Lagarde qui parlait de quoi? De formaliser le secteur informel. Ça signifie quoi? Paiement des taxes, augmentation des taxes et la bancarisation de toutes ces populations. C'est-à-dire obliger ces gens-là d'avoir des comptes bancaires. On sait que quand on a des comptes bancaires, c'est encore les capitaux et les capitalistes qui vont s'enrichir et avoir notre argent pour l'utiliser comme bon leur semble. Mais aussi les matraquer en leur imposant des taxes inutiles. Alors le seul moment où moi je pourrais parler, si j'ose dire, je pourrais parler de
la libéralisation, je dirais même la libéralisation économique, je parlerai de libéraliser les secteurs informels, c'est-à-dire de laisser ces mamans-là et ces vendeurs ambulants dans ces mécanismes-là, les sécuriser, les protéger pour leur permettre aujourd'hui de pouvoir survivre. Parce que nous savons, quand le FMI et la Banque mondiale avaient amené en 1990 et 91 et 92 les politiques de redressement économique, d'ajustement, de réajustement structurel qui ont détruit les fonctions publiques, qui ont détruit les secteurs de l'emploi, c'est justement ces secteurs informels, nos mamans, parce qu'il n'y avait pas les matraquages de l'État sur eux, ils ont eu la libéralisation économique de pouvoir opérer. Beaucoup de mamans commerçantes, maman Yazandou et les vendeurs ambulants, les chailleurs, ont fait l'appui et les beaux temps. Donc, il faut les canaliser, mais pas, je dirais, les matraquer comme le préconise le FMI et la Banque mondiale. Sur le point de la paix et la sécurité, le candidat Fayilou commence son exposé ou son introduction par « Il maîtrise l'histoire du Congo. Il a beaucoup voyagé au Congo. » Et il a travaillé, si j'ose dire, à Mobile Oeil. Je rappelle encore, le personnage clé de Mobile Oeil, c'est encore John Rockefeller. C'est lui encore. Ça dit parce que Mobile Oil est une filiale de la société ExxonMobil qui, comme je vous le disais, est la personnification véritable de l'impérialisme pétrolier américain. Donc Martin Fayilou, s'il fait l'apologie d'ExxonMobil, il est le représentant par excellence de l'impérialisme américain. Donc là, il est à écarter sur ces points. Et il parle de l'un des plus grands mots congolais qui sont les exactions. Je disais que le plus grand mot et le premier de mots, c'est l'aliénation mentale dont est victime lui-même Martin Fayulu. Parce que tout au long de sa présentation, tous ces termes sont cités en anglais, tous ces exemples sont puisés aux États-Unis d'Amérique. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique ont une politique économique, je dirais diplomatique, très agressive et impérialiste. Ce qui lui permet aujourd'hui d'engager beaucoup de richesses, non pas parce que c'est une économie dynamique, mais parce que c'est un État voyou qui, en déclenchant des guerres d'ici et là, lui permet d'engager autant de milliards. Donc nous ne pouvons pas faire cette juxtaposition, cette comparaison de choses, d'autant plus que la République démocratique du Congo n'aura pas le moyen militaire, ni la volonté, n'a même pas la culture. Le peuple congolais n'a jamais envahi ses voisins, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni les Tanzanie. Le peuple congolais n'a jamais opéré l'aliénation mentale ou culturelle. Le peuple congolais n'a jamais fait la colonisation. Le peuple congolais n'a jamais détruit une culture ou un État. Donc il ne faut pas intégrer dans la vision du peuple congolais les notions économiques des États-Unis d'Amérique, qui est un État impérialiste et barbare et économiquement mal poli. Il demande 18 mois pour mettre fin à la guerre à l'est du Congo, ce qui pour nous peut être faisable s'il a la bonne volonté politique. Donc là, pour nous, ce n'est pas totalement un problème, mais je voudrais juste souligner que sur le plan de la paix et de la sécurité, on a vu que Martin Fayulu est un candidat sans culture militaire, sans culture véritable de la sécurité d'un État, parce que dans son approche, lorsqu'on lui posera la question sur la définition de l'armée, de la conception qu'il a de son armée, il a donné une définition classique. Une armée, c'est pour garantir la sécurité des biens et des citoyens, c'est pour défendre le territoire national. C'est ce que nous disait Mobutu, c'est ce que nous disait Kabila, et tous les autres n'ont pas donné des armées adéquates et véritablement républicaines. Donc, on voit qu'il n'y a aucune notion, aucun travail personnel fait sur ces questions-là. Donc, ça démontre encore, c'est une forme de candidature rimée à l'aliénation mentale et à la subordination en République démocratique du Congo. Disons, à une forme de subordination à l'étranger. Et c'est ce sucre-là qui est encore plus grave dans l'analyse du candidat Martin Fayulu. Quand on lui parle de l'international, il dit ceci, je cite, « L'international n'est qu'une conséquence et non la cause. » Mais mes chers amis, on sait bien que les causes endogènes, même ce qui déclenche les causes, je dirais, on sait bien que les causes exogènes, même ce qui déclenche les causes endogènes des conflits en République démocratique du Congo, dans la sous-région du Grand Lac et dans l'Afrique de manière générale, c'est l'appétit insatiable des multinationales qui veulent à tout prix disposer de nos ressources et de nos richesses. Et c'est eux qui, dans différents mécanismes politiques, diplomatiques, économiques, aujourd'hui, veulent déstabiliser la République démocratique du Congo pour pouvoir contrôler aisément ces richesses. Le cas de la Côte d'Ivoire est frappant. Même le Burkina Faso, Thomas Sankara a été assassiné. Pourquoi? Patrice Lumumba, pourquoi? Mouzé Kabila, pourquoi? Barthélemy Boganda, pourquoi? À chaque fois qu'il y a un dirigeant qui veut aujourd'hui aller à l'encontre de multinationales, on voit, et je dirais à Martin Fayulu que c'est une analyse biaisée et monstrueuse, parce que l'international est la cause principale, je dirais, des conflits endogènes en République démocratique du Congo. Et il est la source même, je dirais, la cause endogène et exogène de nos conflits. Parce que sont ces multinationales qui tirent les ficelles à l'intérieur de pays en cherchant des appuis locaux à l'intérieur de chaque État. Donc, cette analyse, elle est vraiment irresponsable de la part du candidat Fayulu.
Il parle encore sur la question de l'armée. J'en reviens sur la question de l'armée. Il parle des états généraux. Les états généraux de l'armée. Ça, c'est une vieille idée, un vieux vocabulaire de Luce Soral. L'union sacrée de l'opposition radicale. Quand vous demandez à tous les opposants de l'époque, ils vous parleront des états généraux de l'armée. Classiquement, concrètement, quelles sont les propositions? La véritable analyse, nullement, zéro. On parle des états généraux, c'est vague. Les états généraux de l'armée, je rappelle que c'est une vieille idée de Luce Soral, de l'union sacrée de l'opposition radicale à l'époque de Ngunz Akaribon, de Tian Tshisekedi, Wamulumba et j'en passe. Et il parle de l'éducation, parlant de 30% de son budget réservé pour l'éducation, donc 12 milliards à peu près. Patrice Lumumba était à 34%. Défense et sécurité, 20% à peu près. Ça peut se jouer parce qu'il chiffre cela à 8 milliards de dollars. Donc 38 milliards, on arrondit à 40 milliards pour son projet. Mais je vois, pour conclure de manière objective, Martin Fayulu consacre la subordination financière et monétaire du Congo parce que toutes ces références se font en dollars. Et tout candidat aujourd'hui qui fera ses références en dollars, il est en train de consacrer la subordination, l'aliénation, la domination monétaire de la République démocratique du Congo par rapport au dollar. Il ne fait même pas des prévisions en francs congolais, disant que dans les jours à venir, il va stabiliser la monnaie congolaise et permettre à cette monnaie de concurrencer les dollars. Donc, dans ces prévisions, ça se fait en dollars parce que pour lui, les dollars restera la monnaie de référence de la République démocratique du Congo, d'autant plus que les dollars viennent des États-Unis d'Amérique, les pays qui essayent de nous faire voir comme un pays sublime et économiquement très puissant. Donc on voit dans cette analyse un candidat subordonné à l'Occident, un candidat dont le sucre est lié, le sucre politique est lié à l'Occident, dont le mécanisme est proposé émane de la Banque mondiale, du FMI, donc il a puisé par-ci par-là, mais de lui-même, il n'y a aucune conception véritable du pouvoir, d'une analyse personnelle de la situation, véritable émanation de lui-même et en toute souveraineté et indépendance intellectuelle. Donc, je conclue par là que c'est un candidat produit de l'impérialisme américain. Il faut faire attention à ces genres de candidats qui ne réfléchissent pas, qui veulent encore subordonner notre mère patrie d'Afrique pour des décennies, vers à tous les Congolais de savoir que nous devons faire barrage à l'armée américaine et à l'armée belge parce qu'ils ne veulent pas la stabilité en République démocratique du Congo, que ce soit les Congolais eux-mêmes qui puissent choisir soit dans la majorité, soit dans l'opposition, soit chez les indépendants, eux-mêmes leurs dirigeants. L'Occident et la Belgique en particulier, ces petits pays veulent toujours avoir un mot à dire sur ce qui sera les dirigeants de la République démocratique du Congo. Donc, quand ils sont exclus, on voit les tractations. Nous n'avons pas besoin de l'armée belge, de l'armée américaine au Congo-Brazzaville, d'ici et là, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mes chers amis, mes chers frères africains et congolais, vous devez faire la part des choses entre un État et un individu, entre votre haine ou votre, si j'ose dire, ou votre opposition face à un pouvoir et un régime, et l'amour que vous avez pour votre pays et la notion de l'État. Il faut empêcher à tout prix à ces armées de prendre part à la normalisation des choses en République démocratique du Congo. Je vous remercie, c'était votre frère et ami Mwazulu Diabanza qui reviendra progressivement pour passer au crible les différents candidats et leur programme.